Et nous nous retrouvons maintenant pour poursuivre cette matinée avec Thomas Gaillet du Lab 303 pour parler de l'innovation en e-santé en France et dans le monde. Bonjour à tous. Donc je suis là pour vous parler des tendances e-santé dans le monde. On a trois grandes parties où je vais vous parler des avancées du secteur et des chiffres clés sur l'e-santé, même si on a déjà commencé à aborder un peu le sujet. Et puis je vais vous parler aussi des innovations qu'on a détectées dans le monde sur la santé et le bien-être. Et puis je terminerai sur un focus sur les USA, la Chine, l'Europe et la France. Donc, secteur de la santé, que vous connaissez tous, qui est vraiment en énorme accélération depuis 10 ans, en évolution constante. Je vous ai mis un petit schéma où vous avez déjà 100 milliards de dollars d'investis depuis 10 ans dans l'ensemble des startups du secteur de la santé dans le monde. Et puis, 2020, on a déjà 21 milliards qui a été investi dans les entreprises de la santé. Et pour cette année 2021, on a déjà, alors on n'a pas les chiffres de l'ensemble de l'année bien sûr, mais rien que les 6 premiers mois, on a déjà investi 20 milliards. Donc vous allez voir que ça va dépasser l'année dernière et ça va donc avoir une très forte progression. C'est un constat mondial. Dès que vous regardez n'importe quel pays dans le monde, vous avez des énormes entreprises qui investissent dans le secteur de la santé, des nouvelles startups qui apparaissent ou qui se font racheter ou qui investissent. Bref, c'est vraiment une grosse évolution. Et la France n'est pas en reste, bien évidemment. Vous avez 391 millions d'euros qui ont été levés par 48 startups dans le secteur de la santé. Ça représente 14 activités différentes du secteur de la santé, avec en trio de tête la télémédecine, la recherche et le développement et l'aide au diagnostic. Alors, si on prend un petit peu de recul et qu'on essaie de comprendre pourquoi autant d'investissements, si on revient un peu en arrière, en 2012, où il y a eu très peu d'investissements dans le secteur de la santé, vous avez deux grosses entreprises qui sont Teladoc et Fitbit, qui ont réussi à faire des levées de fonds de 50 millions de dollars. Et 9 ans plus tard, quand on les regarde, vous avez Teladoc, qui est donc le numéro 1 en télémédecine aux États-Unis, qui a été valorisé à plus d'1 milliard de dollars. Et puis vous avez Fitbit, qui a été racheté par Google pour 2 milliards de dollars. Alors, bien évidemment, ce qui a intéressé Google dans le rachat de Fitbit, c'est ces 120 millions de capteurs vendus et diffusés et utilisés au travers le monde. Et surtout, le nerf de la guerre, c'est sa data santé, avec 275 milliards de pas enregistrés et 15 milliards d'heures de sommeil. Donc voilà, c'est des chiffres assez hallucinants qui ont fortement intéressé Google, bien évidemment. Et puis, dans le monde, en 2021, dans le secteur de la santé, vous avez aujourd'hui 46 licornes. Donc les licornes, c'est les sociétés qui valent plus d'1 million de dollars. Excusez-moi. Et du coup, le modèle économique dans le secteur de la santé, il a changé. Ça ne fonctionne plus sur des cycles industriels de 3 à 6 ans. Là, on parle de cycles d'innovation, on parle de sprint de 3 mois, on parle de MVP, de proximité plus forte avec les clients et des réponses personnalisées. Donc en fait, il faut bien repenser toutes les nouvelles pratiques et intégrer tous les nouveaux outils qu'on a à notre disposition, que ce soit les smartphones, tout type de capteurs et bien évidemment les avancées de l'intelligence artificielle. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis ce modèle économique, il a changé. Il est vraiment maintenant orienté patient et orienté données de santé, parce que le patient, lui, n'est plus passif comme avant. Il s'informe, il s'approprie des connaissances médicales et il arrive déjà avec beaucoup d'informations. On parle d'intelligence collective massive des patients. Et puis la relation entre le professionnel de santé et le patient, elle évolue. Ça
devient un partenariat, et il faut co-construire avec les patients. Et puis, l'autre chose, c'est que les données du patient, elles deviennent centrales, elles deviennent importantes, et le patient, lui, il va avoir une part prenante de plus en plus importante sur ces données, et il doit comprendre qu'est-ce qu'on va en faire, à quoi elle va servir. Et de l'autre côté, le professionnel, lui, il n'a pas toujours le temps de bien collecter cette donnée, et en plus, il va falloir éduquer les patients pour leur expliquer comment on va collecter cette donnée, comment on va la partager et à quoi elle va servir. Donc c'est vraiment un vrai challenge en soi. Et puis, impossible de vous faire cette présentation sans bien évidemment parler de la pandémie et de la crise sanitaire que ça a provoqué. Et ça a vraiment servi de déclencheur et d'accélérateur sur tout un tas de nouveaux usages dans le monde entier. En France, vous avez 400 entreprises qui se sont mobilisées pour soulager le système de santé pendant cette crise. Et on a eu des beaux succès, notamment Doctolib, qui a réussi à trouver le moyen d'aller au bon endroit le plus vite possible et de simplifier toute la navigation du système de santé. Et puis on a vu aussi quelques petits rebords en juillet dernier avec l'annonce présidentielle sur la vaccination qui a provoqué à la fois des petits problèmes sur Doctolib, mais en même temps, quand tout a fonctionné, on a eu plus de 20 000 rendez-vous pris toutes les minutes. Donc c'est vraiment un record. Donc on voit que dès qu'il y a un besoin, on voit apparaître beaucoup d'initiatives pour combler ce besoin avec plus ou moins de réussite, mais au moins ça a l'avantage de créer un engouement pour cette innovation et contribuer à normaliser ces nouveaux usages dans notre quotidien. Donc, un des meilleurs exemples, on vous en a déjà parlé tout à l'heure, qui concerne la télémédecine et tout ce qui est téléconsultation. Donc, ça a apparu en France en 2017, pris en charge par la Sécurité sociale à partir de 2018. Et le contexte sanitaire a fait qu'il y a eu une augmentation de ces usages-là sur toutes les plateformes de visio de santé et bien évidemment un pic pendant les confinements, mais maintenant, alors même si ça a redescendu un peu, on constate, et on va le vérifier dans le temps, mais que cet usage est maintenant rentré dans le quotidien des gens, dans les mœurs. C'est tout à fait normal de faire une téléconsultation avec son médecin. Alors même si cette pratique, elle profite plus à certaines catégories de praticiens que d'autres, ça a été une aubaine pour le marché parallèle, qui est celui des objets connectés et des outils d'autodiagnostic. Ça me permet justement d'enchaîner. Ça ne marchait plus. Sur donc les tendances e-santé, donc c'est tout ce qu'on a, toutes les nouveautés qu'on a pu détecter à tout un tas d'événements internationaux comme le CES, Vivatech, la NRF, Laval Virtuel et tout un tas d'autres salons que nous avons la chance de couvrir. J'ai catégorisé ça en 4 grandes parties. Vous avez une partie de ces objets qui permettent de maîtriser son environnement. On en a vraiment besoin en ce moment. Une autre partie sur l'assistance des professionnels et des patients, et une partie sur l'autodiagnostic des patients, et la dernière sur l'évolution de l'intelligence artificielle et de tous les nouveaux usages qu'elle a provoqués. Alors, on démarre par un grand classique, vous vous doutez bien. On a vu pléthore de masques arriver, que ce soit avec des écouteurs, qu'ils soient ventilés, transparents, purificateurs ou même bardés d'électronique. Donc voilà, ça on en a vu beaucoup. On verra bien si ça va durer dans le temps, mais j'ai quelques doutes. Et puis on a vu tout un tas d'outils pour analyser l'air ambiant, l'air expiré dans une pièce, et qui va vous alerter s'il est temps d'aérer la pièce ou si le taux d'humidité ou de moisissure est trop élevé. Donc pareil, tout un tas d'outils qui fleurissent là-dessus. Et dans la continuité, on a vu aussi énormément d'outils pour purifier l'air, voire même des outils transportables. Donc pareil, on est assez surpris de voir apparaître ça, voir est-ce que ça va durer dans le temps ou pas, on verra bien.
Et puis, une société suisse qui s'appelle Clean Motion, qui a eu l'idée d'inventer cette poignée de porte innovante qui va s'auto-nettoyer elle-même avec du gel hydroalcoolique après chaque utilisation. Donc voilà, on a trouvé ça rigolo. Et en ce qui concerne tout ce qui est nettoyage, on a vu énormément de robots avec des ultraviolets pour désinfecter des pièces à destination des hôpitaux, des aéroports, des salles de classe et des chambres d'hôtel. Mais voilà, énormément de constructeurs se sont lancés là-dedans. Et puis, puisqu'on est dans les robots, on a vu apparaître ce type de robot. Alors, on n'est plus sur le robot gadget qui va essayer d'amuser les patients. Là, on est plus sur un robot très fonctionnel qui a pour rôle de décharger les tâches du personnel soignant dans les hôpitaux. Tout un tas de petites tâches, soit rébarbatives, soit vraiment qui ont peu de valeur ajoutée, qu'on confie à ce robot, dans le but, bien évidemment, de faire gagner du temps au personnel hospitalier pour qu'il puisse passer plus de temps avec les patients. Et puis, quand on parle robot, pareil, bien évidemment, on parle aussi de robots chirurgiens. Ça, c'est le dernier né de chez Intuitive, ça s'appelle le DaVinci, c'est la version 11, qui est encore toujours avec plus de capteurs et plus de réglages, toujours au service du chirurgien pour l'assister au mieux dans ses opérations à distance. Et puis on a vu ça, vraiment très intéressant, un petit capteur, une sorte de patch à coller sur votre poitrine, à destination du personnel soignant, dans le but de détecter les symptômes du coronavirus. Donc il va permettre de surveiller la température, le rythme cardiaque, respiratoire et le niveau d'activité et de sommeil, pour justement prévenir dès qu'il y a un symptôme qui apparaît et éviter qu'il y ait des malades en cascade pour le personnel hospitalier. On espère voir ce petit appareil se développer encore plus et se répandre pour bien évidemment d'autres cas d'usage. Et puis on a vu cette entreprise, Hospitalink, qui eux sont là pour améliorer, dans le monde hospitalier, améliorer la relation entre les patients et le personnel soignant, pour vraiment optimiser et simplifier tout. Donc je suis patient dans un hôpital, je ne sais pas quand va passer mon médecin, avec cette application je vais pouvoir le savoir. Je vais éviter de faire le yo-yo au personnel hospitalier à la moindre demande. J'ai soif, j'ai besoin d'un verre d'eau. Le personnel hospitalier sait déjà que quand il va venir vous voir, il faut qu'il vienne avec de l'eau, ça va leur éviter des allers-retours. Donc voilà, vraiment un outil assez complet, très intéressant à surveiller. Et puis on a vu ça aussi, une société israélienne qui a fabriqué ce pistolet qui va projeter une seconde peau et qui va faciliter toutes les cicatrisations, brûlures, plaies et autres. Ça marche très bien. Ils sont en train de se déployer et d'avoir les accréditations nécessaires dans un maximum de pays. Mais pareil, vraiment, vraiment intéressant. Et en ce qui concerne la réalité virtuelle, on a vu une société française qui propose de faire de la rééducation. Donc bien évidemment avec un casque et tout un équipement pour faire de la réalité virtuelle, mais aussi une plateforme qui est paramétrable et qui du coup permet de régler l'intensité des sessions, de régler qu'est-ce que vous voulez soigner, améliorer ou rééduquer. Tout ça en restant ludique, et du coup on constate que ça marche tellement bien que ça raccourcit même le nombre de séances. Donc voilà, vraiment des choses étonnantes là-dessus, et je pense que c'est vraiment que le début, et on va voir apparaître des choses vraiment pertinentes, surtout en termes de rééducation. Et puis on a vu pléthore d'outils d'autodiagnostic, ça c'est la période qui le veut, des dispositifs intelligents qui fonctionnent quasiment tous pareil. Vous mettez vos deux mains sur un petit équipement qui va mesurer tout un tas de choses, votre rythme cardiaque, votre pouls, votre température, votre respiration, votre pression artérielle.
Tout ça dans le but de les communiquer à votre médecin pour faire justement de la télémédecine. Et on a même certains de ces outils qui sont reliés à des chatbots, voire à vos assistants vocaux qui existent. Donc voilà, ça on en a vu énormément. Je pense que ça va progressivement s'affiner dans le temps. Il n'est pas exclu qu'on va avoir ce type d'appareil vendu directement avec votre tablette ou votre téléphone ou vos assistants vocaux. Mais c'est évident que ça va évoluer de plus en plus et je pense que dès janvier prochain, on en verra encore plein à tous les nouveaux salons. On a vu aussi ça, beaucoup d'appareils pour la surveillance et l'autosurveillance de tout ce qui concerne le sang, pour avoir toute la démarche simplifiée, des résultats instantanés, pas de problématiques de nettoyage, de sécurité, de tout ce que vous voulez. Voilà, ça on en a vu plusieurs. Pareil, ça évolue intelligemment dans le temps. On va certainement en voir encore beaucoup d'autres. Mon préféré, ça fait toujours rire quand j'en parle, mais c'est pour moi la plus grosse innovation qui a eu lieu en ce début d'année. Donc c'est Toto, le fabricant de toilettes, un des plus grands fabricants de toilettes au monde, qui a proposé ces WC connectés. Du coup, ça analyse tout ce qui vous concerne, plus ça analyse vos selles et ainsi de suite. Mais en fait, l'idée est vraiment bonne pour tout un tas de raisons, parce que c'est quelque chose qui est dans votre quotidien, vous n'allez pas changer votre routine. C'est aussi l'endroit où vous avez votre peau, vous avez le plus de pourcentage de peau qui est en contact avec du coup tout un tas de capteurs. Et surtout, Toto a lancé tout un programme d'open innovation mondiale pour partager toutes ces données avec tout un tas de professionnels de la santé, pour l'analyser et tout ça pour vous faire des recommandations sur votre santé en temps réel. Et je trouve que voilà, ça, imaginez un monde où tout le monde a ses toilettes connectées, voilà, ça fait sourire, mais je pense qu'on va pouvoir en extraire énormément de données très pertinentes. Et puis on a vu aussi apparaître ce type de cabines, donc alors elles ont toutes des noms, des cabines de check-up, des cabines médicales connectées de proximité, des stations autonomes. Voilà, elles ont toutes des noms différents. L'objectif c'est le même. Vous rentrez dans cette cabine. Elle est équipée de tout un tas de capteurs médicaux pour vous aider, pour communiquer à votre médecin l'ensemble de ces mesures. Il y en a certaines qui font 26 mesures différentes en 6 minutes. Voilà, donc l'objectif c'est de parler soit à un chatbot qui va résoudre les petits problèmes du quotidien, soit si c'est plus compliqué, de parler à un médecin. Bien évidemment, c'est pour toutes les zones qui sont qu'on appelle les déserts médicaux, ou alors les zones géographiques où il y a des hôpitaux qui sont surchargés. Et on voit même aussi des entreprises commencer à s'équiper de ce type de cabine. Donc, tout ce que je viens de vous montrer, ça a évolué grâce à l'intelligence artificielle. Donc on prend un tout petit peu de recul. Aujourd'hui, on a atteint un nouveau palier de maturité en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Au début, on prenait toutes les données, tout azimut, et on entraînait nos intelligences dessus. Maintenant, on a assez de recul. On ne prend que les données qui sont pertinentes et qui sont intéressantes et structurantes. Et du coup, on obtient des nouvelles intelligences artificielles qui apprennent beaucoup plus vite et qui sont beaucoup plus intelligentes et qui nous proposent des résultats bien plus performants et bien plus efficaces. J'essaie de vous faire un parallèle. On n'apprend plus à des IA à réfléchir comme des humains, comme on a pu le faire au début. Maintenant, on apprend aux IA à découvrir le monde, à comprendre comment le monde fonctionne. Si je devais vous faire une image, imaginez les débuts des voitures autonomes. J'apprends à ma voiture à rouler toute seule. Très naturellement, j'ai éduqué mon intelligence artificielle comme je conduis moi, en fait. Ce qui n'est pas toujours la meilleure des façons. Donc imaginez, vous êtes surpris, il y a d'un seul coup un vélo qui arrive, vous allez freiner. Ce n'est pas toujours la meilleure chose. Du coup, maintenant, les IA, c'est comme si on leur apprenait à
capter à très longue distance tout ce qui les entoure, à reconnaître ces objets, à connaître leur vitesse et à les anticiper complètement naturellement et à ne pas se faire surprendre. Voilà. Si je peux faire ce parallèle avec l'IA, du coup, voilà, on a des IA beaucoup plus performantes et qui commencent à nous proposer des choses nouvelles. Vous avez par exemple aux États-Unis cette entreprise qui fait des équipements pour diagnostiquer la rénitopathie diabétique, qui est la principale cause de cécité dans le monde. Donc elle fait voilà, des images de vos rétines et des analyses. Et cette IA est capable de faire un diagnostic. Ce diagnostic est suffisamment élevé et sûr que la FDA aux États-Unis, donc la Fédération nationale médicale, a validé pour que cette IA puisse toute seule faire un diagnostic sans médecin. Donc on peut toujours avoir la supervision d'un médecin après coup et voir ce qu'on en fait, mais voilà, c'est la première machine qui a été validée dans le monde médical à faire un diagnostic toute seule. Donc je pense que ça va surtout ouvrir la porte à tout un tas d'autres choses, donc à surveiller de près. Et puis à l'opposé, vous avez la Chine, où ils ont eu énormément de données médicales, simplement ils sont très nombreux, mais surtout de la donnée de bonne qualité, qu'ils ont pu du coup très rapidement entraîner leurs intelligences artificielles avec toutes ces données. Ils ont pris une avancée considérable sur les autres pays, donc du coup maintenant ils ont des IA qui sont capables de faire du développement de médicaments, de faire du diagnostic, de faire de la gestion hospitalière, ou même de la recherche en biotechnologie. Donc voilà, vraiment un grand coup d'avance, et vous avez énormément d'entreprises, notamment des entreprises dans le monde pharma et médical, et qui du coup ont annoncé qu'ils allaient s'installer en Chine. Donc là je vous ai mis AstraZeneca, mais ce n'est pas les seuls. Donc ils ont annoncé 2 gros programmes qui vont ouvrir en fin d'année à Shanghai. Le but étant de profiter de toutes ces datas abondantes médicales en Chine pour pouvoir optimiser leurs intelligences artificielles. Et puis, vous avez le directeur général de l'OMS qui s'est bien évidemment exprimé sur le sujet, qui reconnaît l'immense potentiel des intelligences artificielles dans le secteur de la santé, mais qui met en garde en essayant de mettre un cadre, parce que bien évidemment, si c'est utilisé à mauvais escient, ça pourrait avoir des effets assez dévastateurs. Du coup, l'OMS a préconisé 6 grands principes directeurs pour le développement et l'utilisation des intelligences artificielles dans le monde médical. Alors on est un petit peu sur les lois de la robotique d'Asimov, mais c'est vraiment pertinent. Donc vous avez protéger l'autonomie de l'être humain, promouvoir le bien-être et la sécurité des personnes, ainsi que l'intérêt public, garantir la transparence, la clarté et l'intelligibilité, encourager la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes, garantir l'inclusion et l'équité, et promouvoir une IA réactive et durable. Alors, bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je vous invite à aller sur le site de l'OMS, qui ont vraiment fait des choses très pertinentes. Et puis du coup, avec toutes ces IA, on voit apparaître des nouvelles choses. Alors, vous connaissez tous ce constructeur, Philips, qui depuis longtemps nous propose tout un tas d'outils, de la brosse à dents électrique, en passant par la brosse à dents connectée, avec ensuite les miroirs connectés dans la salle de bain, et du coup qui commence à analyser toute votre hygiène dentaire. Et en fait, il se propose, via une application mobile, qui est gérée par une IA, de gérer en fait voilà, toute votre hygiène dentaire en regardant votre quotidien, votre brossage, en vous demandant régulièrement des photos de votre bouche, de vos dents, de vos gencives, et du coup qui va prendre en charge vos rendez-vous réguliers chez le dentiste si vous en avez besoin. Donc voilà, on va voir apparaître ce genre de choses de plus en plus. Et puis une autre initiative, cette fois en Corée, d'aller donc dans le milieu de la restauration.
problème de signaux. Donc ça se passe dans le milieu de la restauration et vous allez scanner votre plateau avant et après le repas. Et donc il y a une première analyse sur tout ce qui va concerner le gaspillage alimentaire pour bien évidemment aider les cuisines à réduire les portions des aliments et optimiser leurs achats. Mais surtout, il y a une vraie analyse sur toute votre habitude alimentaire, une analyse calorique et du coup qui commence à vous faire des conseils en nutrition et en recommandation de ce que vous devez manger. Donc voilà, on voit ces évolutions assez pertinentes. Une autre qui m'a beaucoup plu, une société qui s'appelle Exactcure, qui est là pour monitorer et optimiser votre prise de médicaments. C'est-à-dire que ils vont s'intéresser d'abord à tous vos paramètres, tout ce qui vous concerne vous, votre âge, votre poids, votre taille, et ainsi de suite, pour bien mesurer les effets des médicaments que vous allez prendre et éviter les surdoses, les sous-doses, toutes les questions que vous vous posez. J'ai un traitement lourd à prendre, j'ai oublié de prendre mon traitement ce matin, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois prendre 2 cachets après? Est-ce que je le double? Est-ce que je l'annule ou pas? Donc voilà, une vraie analyse complète, personnalisée, qui aussi, bien évidemment, permet d'utiliser les médicaments. Un autre sujet. Énormément d'imagerie optique transdermique, c'est-à-dire qu'avec une simple vidéo de votre visage de 40 secondes, on va être capable de mesurer tout un tas de choses, donc votre fréquence cardiaque, vos risques de maladies cardiovasculaires, la tension artérielle, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, votre niveau de stress et même estimer votre âge. Et ce qui est surprenant, c'est que tous les ans, on voit ces entreprises rajouter de nouvelles mesures, puisque avec l'ensemble des datas qu'ils reçoivent et les IA qu'ils mettent dessus pour analyser votre visage, on est capable de rajouter de plus en plus de choses. Donc ces entreprises, bien évidemment, sont en train de s'allier avec des assureurs pour que vous puissiez passer par ce petit test pour prendre une assurance sur mesure. Alors, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. J'imagine que une personne qui a fumé pendant 50 ans, elle va plus pouvoir bluffer son assureur et sera obligée de prendre l'assurance adéquate. Mais voilà, c'est vraiment des outils qui se développent en permanence et on est surpris tous les ans de voir tout ce qu'ils peuvent proposer. Et puis, bien évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de la star des objets connectés santé, qui est donc le bracelet connecté. Vous avez donc Amazon qui a sorti son bracelet en septembre dernier, qui a la particularité de ne pas avoir d'écran, qui analyse plein de choses sur votre peau, mais qui analyse aussi votre voix pour votre niveau de stress. Vous avez Apple qui sort son Apple Watch très régulièrement. Là, vous avez la version 7 qui sort ce mois-ci, que tout le monde va sûrement s'arracher. Et puis Fitbit, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été racheté par Google. Donc ces 3 acteurs, ils représentent 80% du marché, c'est énorme. C'est des bracelets qui sont distribués et utilisés dans le monde entier. Et du coup, toutes les données partent chez ces 3 acteurs qui sont américains. Et ça leur permet d'analyser encore plus de choses et de sortir encore plus de choses, de nouveaux outils, de nouveaux capteurs et d'être toujours de plus en plus performants dans le domaine. Donc ça me permet de faire une magnifique transition sur le focus sur les États-Unis, où là, il n'y a pas débat, le secteur de la santé, c'est un business. On peut pas se louper là-dessus. On a vu ce genre de publicité. Vous imaginez assez mal ça en France, publicité qui mélangerait santé et alcool, ça ne passerait pas chez nous. Mais voilà, aux États-Unis, il n'y a aucun problème avec ça. Tout le monde l'a bien compris. Vous avez eu pendant cette pandémie des publicités à n'en plus finir pour
vous proposez des burgers, des tacos, des donuts, de la bière ou autre si vous faites vacciner. Et j'en passe, il y a vraiment énormément de promotions autour de ça. Et une des raisons principales pour laquelle c'est un vrai business aux États-Unis, c'est que vous avez 35 millions d'Américains qui ne possèdent pas d'assurance santé. On parle d'à peu près un Américain sur 9, donc c'est un business très lucratif. Et vous avez bien évidemment les retailers américains et les GAFA qui s'y engouffrent. Les GAFA, je vous rappelle, hein, Google, Amazon, Facebook et Apple, donc les 4 plus grosses entreprises américaines. Donc je vais vous parler des retailers. Alors, tous ont imaginé des choses dans le système de la santé. Je ne vais pas vous parler de tous les retailers, mais je vais vous parler du plus gros, qui s'appelle Walmart. Donc c'est une chaîne de supermarchés, si vous ne connaissez pas. Vous avez 90% des Américains qui habitent à moins de 16 km d'un Walmart. Donc voilà, ils sont partout aux États-Unis. Ils ont bien évidemment depuis longtemps ouvert des pharmacies au sein de leur supermarché pour pouvoir distribuer des médicaments. Et puis vous avez en 2020, ils ont ouvert 600 sites de tests pour le Covid. En janvier, ils ont offert le vaccin dans la moitié des États aux États-Unis et ils ont basculé leur application mobile pour qu'elle soit compatible avec tous les passeports santé. Et puis en octobre, ils se sont associés avec Clover Health pour développer leur propre assurance santé pour les Américains. Et ils se sont aussi associés avec une entreprise qui s'appelle AlgoCart, qui vous permet de renseigner toutes vos pathologies et vos allergies, et vos contraintes alimentaires. Donc par exemple, je suis allergique à la cacahuète, et ben, je ne vais plus pouvoir acheter de produits à la cacahuète au sein de Walmart. Et l'étape d'après, c'est tout ce qui concerne les analyses ADN, où là, on va vous faire de la recommandation de produits en fonction de votre génome. Et puis, Walmart, ils ont aussi ouvert des cliniques. Ils en ont ouvert 6 en 2020. Cette année, à la fin de l'année, il y en aura 35 de plus. Et d'ici 2029, ils comptent en ouvrir 4000. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente pour les États-Unis. Ça reste un vrai business et tout le monde s'y engouffre. Et bien évidemment, vous avez Amazon qui s'en est mêlé. Donc Amazon, en novembre dernier, qui ont lancé Amazon Pharmacy, qui est un magasin en ligne où vous pouvez acheter des médicaments. Et du coup, je vous ai fait une petite simulation d'une journée type d'un Américain qui va utiliser son bracelet Halo, qui va lui dire, tiens, vous avez une petite fièvre, une petite température aujourd'hui. Du coup, je vais utiliser Amazon Care, qui est le service de télémédecine. Je vais prendre rendez-vous avec un médecin pour une consultation, qui va me prescrire des médicaments via Amazon Pharmacy, que je vais pouvoir acheter, que je vais pouvoir me faire livrer dans l'heure avec Amazon Prime. Et mon assistant vocal, Alexa, va me rappeler « N'oublie pas de prendre ton médicament ce soir et demain » et ainsi de suite. Et quand tout ça sera fini, je vais pouvoir me faire rembourser avec mon assureur qui s'appelle Even. Donc, vous l'avez bien compris, l'ensemble de ces entreprises appartiennent au groupe Amazon. Et ils ont développé tout un tas de technologies. Alors, développer ou racheter tout un tas de technologies. Vous avez j'ai oublié son nom, c'est pour ça, Health Navigation, qui est une aide au diagnostic pour les médecins. Ils ont développé 2 IA qui sont vraiment étonnantes, qui s'appelle Amazon Transcript Médical, qui vous permet de retranscrire une conversation médicale en texte, et puis la deuxième IA qui permet de comprendre ce contexte médical et de l'analyser et de le rendre compatible avec tout le reste des informations, qui est bien sûr stocké sur Amazon Web Services et qui est stocké dans leur data lake spécial santé, donc la Amazon Health Lake, qui leur permet de stocker énormément d'informations santé, de les analyser et de toujours pouvoir être à la pointe sur ce secteur et de proposer des choses de plus en plus innovantes. Alors il y a eu aussi quelques loupés, des tests Covid livrés chez vous par Amazon, donc vous vous doutez que
ça a posé des petits problèmes de véracité, comme ce qu'on a pu connaître en Angleterre aussi. Et puis, pour terminer ce focus sur les États-Unis, un très gros rachat qui a eu lieu il y a quelques jours avec Baxter, le fabricant américain d'équipements médicaux, qui a racheté son concurrent Hillroom pour 10 milliards de dollars. Donc c'est un petit peu le numéro 1 qui rachète le numéro 2. Ça va créer un groupement énorme, notamment pour se consolider dans les soins de santé connectés. Donc est-ce que ça va faire un acteur incontournable? Est-ce que ça va poser des problèmes de monopole? Ça, on va le voir dans les mois qui suivent. Mais en tout cas, voilà, ça va chambouler pas mal le secteur américain sur ce sujet. Et puis, je vais vous parler de la Chine. La Chine, où cette fois, on est vraiment sur des sujets très différents, à commencer par l'inégalité des soins médicaux en Chine. Que ça soit tant qualitatif que qualitatif, il y a un vrai problème entre les villes et la campagne. Et puis aussi, vous avez un problème de niveau de confiance entre la population et ses médecins. C'est assez étonnant. Et puis la population chinoise, que vous soyez riche ou pauvre, ils sont habitués à payer énormément tous leurs soins de santé. Alors j'ai trouvé un chiffre, j'ai un petit doute sur sa véracité. Vous avez moins de 6% des médecins chinois qui sont généralistes, comparé à 50% en France. Voilà, ça vous donne un petit peu le niveau et tous les problèmes que ça peut engendrer. Donc du coup, le gouvernement chinois a lancé un programme de santé, qui s'appelle donc Healthy China 2030, avec des forts engagements en matière de santé publique et de prévention. Sauf que ce n'est pas le premier plan qu'il lance, il y a eu des petits échecs sur les plans précédents. Du coup, cette fois-ci, il s'appuie sur les champions du numérique chez eux, donc les BATX. Vous avez aux États-Unis, je vous parlais tout à l'heure des GAFA, en Chine, c'est les BATX. Vous avez Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont les 4 plus grosses entreprises chinoises dans le secteur du digital. Et donc, du coup, ce programme s'appuie tout simplement sur ces entreprises. C'est leur responsabilité pour moderniser tout le système de santé chinois. Donc, vous avez le premier, Baidu, qui, eux, se concentre surtout sur l'hébergement des données de santé et tout le développement des IA d'analyse médicale, et en parallèle, qui font énormément d'investissements dans toutes les startups santé. Et puis, du coup, vous avez les autres, où vous avez Tencent et Alibaba. Alors, Tencent, c'est eux qui, depuis longtemps, ont créé WeChat, cette application qui est utilisée par toute la population chinoise, qui a pris une telle ampleur que ça remplace même votre carte d'identité ou l'équivalent de votre carte vitale, et vous pouvez prendre rendez-vous avec tout et n'importe qui. Donc voilà, eux, ils se sont appuyés sur leur technologie, et ils ont créé WeDoctor, donc un outil de télémédecine, qui est quand même utilisé par 2700 hôpitaux, et vous avez 27 millions d'utilisateurs mensuels depuis 10 ans. Voilà, pour vous donner l'ordre de grandeur de cet outil. Et puis ils ont créé, via leur banque, une assurance santé qui s'appelle WeSure. Vous avez Alibaba qui a fait pareil, qui a créé tout un consortium, AliHealth, et avec sa banque, dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps, il y a eu quelques petits soucis, qui a créé donc leur assurance via Ant Group. Et vous avez 2 autres champions du e-commerce cette fois, qui sont Suning et JD.com, qui ont racheté ou créé aussi toute leur structure de santé et de télémédecine, qui s'appelle iKang et JD Health, et qui, avec leur groupement financier et bancaire, ont créé aussi des assurances santé, qui sont Suning et JD Finance. Et puis vous avez un autre acteur, qui lui est là depuis très longtemps, qui s'appelle Ping An, et qui a créé une application mobile de télémédecine qui s'appelle Good Doctor. Et c'est cette application mobile qui est leader en Chine. Vous avez 290 millions d'utilisateurs sur cette application. Je vous ai parlé des problèmes d'accès à la santé. On estime que lorsque vous allez dans un hôpital, la durée moyenne d'une consultation, elle est inférieure à 5 minutes. Ces outils, et notamment Good Doctor, s'engagent à ce que vous ayez une consultation un minimum de 15 minutes.
Donc vous comprenez un petit peu l'engouement que ça peut créer. Il y a un système de notation, c'est-à-dire que les gens notent les médecins, donc une espèce de petite guerre entre médecins qui s'opère sur celui qui sera le mieux noté et donc le mieux consulté. Et puis il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que tous les professionnels de santé qui se mettent sur ces plateformes sont largement mieux rémunérés. Donc c'est en train de chambouler un petit peu le système de santé. Je vous fais un petit focus sur WeDoctor. Donc cette application qui règle tous les points de friction de la santé, le temps, la distance et l'argent. Donc vous avez une interface qui permet aux utilisateurs de choisir tout un tas d'options et d'accéder bien évidemment à leur dossier médical. Donc vous avez aussi WeDoctor Healthcare qui permet de faire des diagnostics de maladies, mais avec de la médecine occidentale et de la médecine chinoise, parce qu'ils font les deux. Vous avez tout un système d'assurance pour justement optimiser votre assurance en fonction de vos préoccupations et en fonction de tout un tas de critères, votre âge, votre poids, votre situation familiale, ainsi de suite. Vous avez toute une interface sur le cloud qui est destinée aux hôpitaux, aux cliniques et à tous les professionnels de la santé pour permettre de gérer les dossiers des patients. Et puis vous avez une partie pharmacie avec un guichet unique pour toutes les ordonnances et se faire livrer des médicaments. Et j'ai réussi à trouver quelques écrans. Donc vous voyez, je choisis mon hôpital, mon médecin via sa spécialité et via la notation. Je peux faire ma consultation en vidéo. J'ai une aide au diagnostic avec une IA qui du coup s'appuie sur l'ensemble des données de tous les patients pour pouvoir faire des prédictions de manière très pertinente. Et puis j'ai aussi accès à mon ordonnance médicale et je peux consulter mon dossier médical et toutes mes données de santé si j'ai des objets connectés que je peux brancher. Donc voilà, un outil vraiment extrêmement complet. Et puis, je vous parlais aussi tout à l'heure de Ping An avec son application Good Doctor. Ils sont allés un cran plus loin, ils ont mis en place des mini-cliniques connectées. Donc, vous pouvez y aller avec ou sans rendez-vous sur l'application. Et vous avez d'abord un chatbot qui permet d'éliminer, enfin, de traiter 2000 petites maladies communes et bénignes. Vous avez accès aussi à tout un tas de capteurs pour prendre votre tension, votre température, tout ce que vous voulez. Et si la maladie ou le diagnostic devient trop complexe, là, vous basculez sur un médecin en live. Bien évidemment, comme vous le voyez, cette petite cabine, elle est aussi équipée d'un distributeur de médicaments, puisque vous pouvez, via l'application Good Doctor, si vous avez eu une téléconférence avec un médecin qui vous a prescrit des médicaments, vous pouvez venir les chercher dans cette cabine. Et donc cette cabine, elles sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc c'est vraiment très récent, elles sont en test là depuis quelques mois. Normalement à la fin du mois, ils vont décider si c'est un succès ou pas, et si oui, le diffuser dans l'ensemble de la Chine. Donc encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, pour tout ce qui est déserts médicaux ou désemplir tout un tas d'hôpitaux surchargés, ça peut être une très bonne solution. Et puis je vous parlais de l'Europe, avec, on a la chance de voir tout un tas de programmes de subventions pour soutenir les innovations et notamment celles du secteur de la santé. Mais on voit aussi énormément d'associations et de partenariats fleurir un petit peu partout en Europe, avec par exemple, vous avez Orange, Generali, Capgemini et Sanofi qui se sont associés pour créer Future for Care, pour développer des solutions dans le domaine de l'e-santé. Donc là, ils se sont implantés à Paris, mais l'objectif étant de rayonner sur l'ensemble de l'Europe. Et puis, vous avez tout un tas d'industriels, je vous ai mis Sanofi en exemple, mais il y en a tout un tas d'autres, qui nouent des partenariats avec un ensemble de startups, et tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que soit ils vont incuber les entreprises, soit ils vont partager, analyser et héberger les données de santé ensemble, partager les résultats de ces recherches ou des développements des solutions. Bref, tout le monde a compris que voilà, pour innover rapidement et avancer,
une des solutions, c'était voilà, de s'entourer de tout un tas d'entreprises. Et puis, on voit aussi énormément de choses autour de la normalisation et du partage des données de santé entre tous les pays européens. Alors là, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Vous avez une conférence demain sur ce sujet au GNI d'Antoine de Marassé qui en parlera nettement mieux que moi. Donc je vous invite à la suivre dès demain. Et puis, quand on parle Europe, on descend jusqu'à la France. La France qui va prendre la présidence européenne du numérique en santé en décembre. Et la France qui se démarque beaucoup sur le sujet de la santé. On s'exprime énormément sur ce sujet-là. On a un bon système de santé, on a généré énormément de données santé, qu'elles soient publiques ou privées. Je pense que tout le monde a conscience que c'est très précieux et qu'il faut qu'on mette tout en œuvre pour que ça devienne une vraie force. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes tous présents aujourd'hui. Et puis, on a la chance aussi d'avoir un engagement auprès du gouvernement avec le plan Innovation Santé 2030, avec 7 milliards d'euros pour l'innovation au service de la santé. Mais on voit énormément d'autres initiatives, des clusters qui se forment. Alors, j'ai pris l'exemple de Paris-Saclay, parce qu'il est assez impressionnant. Une concentration d'industriels, de PME, de start-up, d'universités, concentrés au même endroit, dans le but de réfléchir ensemble au futur de tous ces secteurs. Il y a 8 secteurs, dont celui de la santé, bien sûr. Ça reste un des 8 pôles d'innovation les plus importants du monde. À ce jour, vous avez l'ensemble des entreprises qui sont regroupées à Paris-Saclay, qui représentent 15% de la recherche publique et privée française. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Et donc, vous avez énormément d'industriels et autres entreprises du secteur de la santé qui vont venir s'implanter. Je pense au groupe Servier ou au groupe Sanofi, dont tout leur centre de R&D va venir s'installer à Paris-Saclay. Donc voilà, on va voir certainement énormément de choses très pertinentes sortir de tout ça dans les mois et les années à venir. Et puis il y a des initiatives comme Paris Santé Campus, on vous en a parlé tout à l'heure, une initiative autour de la recherche de la santé au numérique, qui est associée donc avec l'ANS, qui s'est installée là à Issy-les-Moulineaux, mais qui va bouger dans Paris d'ici 2028. Pareil, on va voir énormément de choses ressortir de tout ça. Et puis, pour terminer, on voit aussi d'autres initiatives. Vous avez donc Servier, Sanofi, Novacep et Biomérieux qui se sont associés ensemble pour créer le campus biotech digital pour pouvoir former toute la génération prochaine de chercheurs autour de la bioproduction. Et donc, ils se sont associés avec tout un tas d'écoles pour être à la pointe de la recherche et de la technologie. Et donc, pareil, ce genre d'initiative, on va voir apparaître certainement de très belles choses ressortir de tout ça. Voilà, j'en ai fini avec ce petit tour d'horizon du secteur de la santé. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite de très bonnes JNI à tous. Merci, c'était passionnant. On a reçu quelques questions. Alors, je ne sais pas si tu as les éléments de réponse, mais on va essayer. Est-ce que tu sais combien des outils présentés sont passés par des phases d'évaluation clinique? J'imagine que les réglementations varient en fonction des États. Exactement, ouais. Il y a vraiment... dans tout ce que j'ai présenté, il y a eu de tout. Il y a des trucs à l'état du prototype et des choses très avancées qui sont déjà disponibles dans certains pays. Donc oui, évidemment, ça dépend des lois, ça dépend des réglementations dans lesquelles ce pays sort. Donc il y a vraiment de tout là dans ce que j'ai présenté. Alors dans le même genre d'idée, quelqu'un nous demande qu'en est-il des données de santé qui sont récupérées sur un certain nombre de ces objets. On a notamment le sujet des montres connectées qui ne sont pas réputées pour sécuriser les données. Donc, est-ce que tu sais ce qu'il en est aujourd'hui et éventuellement s'il y aura un jour un standard pour obliger ces dispositifs médicaux? Est-ce qu'on tendrait vers ce genre de solution? Alors, ça serait bien. Après, c'est tout le conflit entre
des enjeux commerciaux et des enjeux de sécurité. Bien évidemment, ça dépend. Je pense que la plupart des gens, quand ils sont très contents d'acheter leur dernier capteur et leur dernière montre, ne lisent pas toutes les petites lignes de où vont aller leurs données. Et puis, il y a de tout. Il y a des entreprises qui jouent le jeu et qui vous informent très clairement qu'ils anonymisent vos données et qu'ils ne les vendront pas ou qu'ils ne s'en serviront pas. D'autres qui sont un petit peu plus flous, ou d'autres au contraire qui disent très clairement qu'ils vont s'en servir très ouvertement pour faire des analyses et des recherches et sortir de nouvelles choses. Donc après, à nous d'être vigilants en fait, sur les objets connectés qu'on a. C'est comme pour tout, il y a des très bonnes choses qui peuvent en sortir, comme des choses un petit peu plus discutables. Donc voilà, être vigilant. Après, avoir un standard international, je suis personnellement très sceptique que ça arrive. Ça serait bien, mais à voir ce que ça va donner. Nous avons reçu aussi également une question sur l'IA. Alors, je la lis. L'utilisation des IA en France est principalement freinée par la protection des données des Français par les autorités. Est-ce que le gouvernement français montre une ouverture sur ces sujets-là en France ? Et quels seraient les éventuels autres freins ? Alors, la question derrière, est-ce qu'il y a un espoir que l'IA arrive vraiment en France, et si oui, quand ? Alors, je ne suis pas d'accord en fait, avec ça, dans le sens où le truc le plus important, c'est d'anonymiser les données, donc de ne plus savoir que c'est Monsieur Dupont ou autre. Après, le reste des données, de savoir que c'est un homme qui a 50 ans et qu'il a tel ou tel symptôme ou telle maladie, on peut tout à fait l'exploiter et l'analyser. Donc, à mon sens, c'est pas vrai. On a déjà plein de gens qui travaillent sur des IA en France. Le vrai problème, c'est la qualité des données et le nombre de données qu'on a. Donc en fait, en France, on a pas mal de clusters de santé qui sont à la fois publics et privés, et ils commencent à avoir énormément d'initiatives pour justement les partager, pour avoir des données de plus en plus qualitatives et de plus en plus nombreuses pour que justement on puisse avoir des IA qui puissent les analyser correctement. Donc ça prend un petit peu de temps pour certains, puisqu'en fait c'est plus des enjeux à la fois publics et privés, et trouver des bonnes conciliations. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on constate de plus en plus d'associations et de partenariats d'entreprises qui justement permettent de simplifier et de faciliter ça. Donc c'est déjà en cours et ça va s'accélérer. D'accord. Ben, merci beaucoup. Et je vous rappelle à tous que tout ce que vous voyez aujourd'hui sera bien entendu disponible en replay. Et donc, Thomas, je vais te remercier. Et puis, nous nous retrouvons dans quelques secondes, le temps de changer d'intervenant. À tout de suite.